Hello tout le monde, comme vous pouvez le voir, je suis pas dans un de mes décors habituels, mais c'est normal puisque je suis en vacances, donc on va faire avec. Et puis il faut avouer qu'en vrai, c'est quand même plutôt joli. Ça fait très longtemps que je n'avais pas pris de vraies vacances, mais je me suis dit que, vu tous les questionnements et toutes les inquiétudes au sujet de l'article 13, il fallait que je vous poste cette vidéo. Pour tout vous dire, j'ai fait au moins 4 scripts différents pour cette vidéo et franchement, ça allait pas. C'était soit trop long, soit trop complexe, soit trop chiant, faut l'admettre. Et vous savez quoi? En fait, c'est complètement logique. Comment parler de façon simple et concise de quelque chose qui n'existe pas? C'est là tout le problème de tout ce qu'on entend depuis un mois et c'est pour ça que le sujet peut sembler assez difficile à cerner. C'est qu'on est en train de parler de quelque chose qui n'existe pas encore, qui existera peut-être mais sous une forme qu'on ne connaît pas encore, voire qui n'existera pas du tout. En gros, la vérité sur l'article 13, c'est ça. C'est qu'on n'en sait rien. Alors, pour la faire très courte, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, est-ce possible de ne pas en avoir entendu parler? L'article 13, c'est une partie d'une proposition de directive européenne qui est en cours de négo et qui va venir impacter la façon dont le droit d'auteur est respecté ou non sur les grosses plateformes. Ensuite, pourquoi je dis qu'on ne sait pas trop de quoi on parle, c'est parce que le texte définitif n'est pas encore adopté et qu'il est encore en négociation. En gros, on pourrait résumer les choses comme ça. Imaginez 3 personnes qui ont chacune fait un gâteau au chocolat. Il y en a une qui a ajouté des framboises, une autre qui a ajouté de la noix de coco et une autre qui l'a fait sans gluten. Et bien maintenant, ces personnes se réunissent et doivent discuter pour déterminer la meilleure recette. Ce qui veut donc dire que potentiellement on se retrouvera avec un gâteau au chocolat sans gluten mais avec de la framboise et de la noix de coco. Ou peut-être même pas de gâteau du tout. En tout cas, si gâteau il y a, la seule certitude c'est qu'il sera au chocolat. C'est-à-dire qu'il y aura augmentation de la responsabilité des grosses plateformes comme par exemple YouTube. En gros, YouTube aujourd'hui, il n'est responsable que si c'est évident que le contenu diffusé est illicite, qu'on lui a demandé de le retirer et qu'il ne l'a pas fait rapidement, voire qu'il ne l'a pas fait du tout. Et l'idée avec cette directive, c'est de dire que puisqu'ils diffusent des œuvres, eh bien ils en sont responsables. Et ils doivent donc passer des licences avec ceux qui ont des droits dessus pour pouvoir diffuser les vidéos de façon légale. Quelque part, quand on y réfléchit, c'est quand même assez logique d'être responsable à l'égard des auteurs, artistes, producteurs, etc. quand on gagne de l'argent grâce à leur travail. Alors, il faut savoir que pour pouvoir envisager un vote par le Parlement européen en avril prochain, il faudrait a priori que les négociations aboutissent au plus tard début janvier 2019. Et pourquoi en avril? Eh bien, tout simplement parce que après, ce seront les élections européennes pour élire les nouveaux députés au Parlement européen. Beaucoup ont vu quelque chose d'alarmant dans l'article 13. Et c'est vrai qu'à certains égards, ils ont raison. On en parlera plus tard. Mais c'est important d'en avoir une vision globale. Cet article 13, il vient du constat qu'il existe un écart très important entre l'argent généré par ces grosses plateformes et l'argent touché par les auteurs, les artistes et leurs partenaires professionnels, alors que leurs créations sont en fait une part très importante de ce qu'offrent ces plateformes. Le but de cet article 13, c'est donc d'aboutir à un meilleur partage de la valeur. Et comment? Eh bien en rendant obligatoire pour ces plateformes d'obtenir des licences et donc de payer les titulaires de droits. Le fait de rendre ça obligatoire fait que déjà quand il n'y avait pas d'argent versé, désormais il y en aura, et que le rapport de force ne sera pas le même dans la négo. Vous ne vous positionnez pas de la même manière quand vous devez absolument obtenir une licence que quand vous savez qu'en obtenir une apaisera les tensions mais que finalement rien ne vous y oblige. Ok, donc ça, c'est le but. Mais il faut évidemment trouver un équilibre entre liberté d'expression et droit d'auteur. Et ça, c'est pas si simple. Ce sont 2 droits fondamentaux et il faut donc trouver comment les articuler ensemble. Ça ne peut pas être parfait pour l'un et pour l'autre. Et c'est donc pour ça que dans l'ombre de l'article 13 rôdent les filtres automatiques de reconnaissance de contenu. Je sais que ça a effrayé beaucoup de monde, mais vous allez voir qu'il faut nuancer un petit peu tout ça. On en reparlera en détail tout à l'heure, mais retenez déjà qu'en tant que vidéaste, on est nous-mêmes tous auteurs. Donc cet article 13 nous concerne directement et pas uniquement en tant qu'utilisateur. Ce qui fait qu'on a un peu le cul entre 2 chaises. Oui, mais n'empêche que YouTube va supprimer des millions de vidéos à cause de l'article 13. Ouais, je sais, c'est limite si YouTube n'est pas en train de nous dire qu'on va tous mourir. Évidemment, de nouveau, ce que je vais vous dire, c'est que c'est pas si simple. En gros, leur campagne de com se base sur une version du texte, celle de septembre dernier. Et ce qui ressort de cette version du texte, c'est que YouTube est responsable dès l'upload de n'importe quelle vidéo. Donc en gros, si un contenu est mis en ligne et que YouTube n'avait pas obtenu de licence pour ça, bam, contrefaçon. Donc, sachant qu'il est impossible que YouTube obtienne des licences pour absolument toutes les œuvres existantes sur Terre, et sachant que Content ID n'est pas parfait et peut être
contourner, et bien évidemment qu'ils paniquent. Imaginez un peu, à ce niveau, c'est même pas que ça les met dans une position de faiblesse, c'est juste que c'est impossible à tenir. Genre par exemple, vous postez le court-métrage d'un pote parce que vous y avez joué le rôle principal. Mais celui qui l'a écrit, réalisé et produit, c'est pas vous, c'est votre pote. Et entre-temps, on va dire que vous vous êtes brouillé. YouTube ne connaît pas votre pote et il ne fait pas partie d'une société d'auteurs avec qui YouTube aurait une licence. Contrefaçon, et YouTube en est directement responsable. En fait, cette version de l'article 13 fait peser sur leurs épaules une responsabilité juridique et financière directe et illimitée. Donc quand on se base sur cette version, effectivement, la seule solution qui paraît 100% safe, ce serait déjà de supprimer toutes les vidéos pour lesquelles YouTube n'a pas d'infos ou pour lesquelles il y a un doute, et puis aussi de ne laisser que les gros ayants droit identifiés poster leur contenu. D'un point de vue théorique, c'est de la pure logique juridique. Ah, et puis autre chose, il faut savoir que dans cette version du texte, il est demandé explicitement à ce que le blocage automatique de contenu soit évité. Bon, clairement, je pense que ce sont plus des belles paroles qu'autre chose. Une fois écrit, c'est joli et ça fait plaisir, mais concrètement, c'est impossible à tenir. Alors, maintenant que je vous ai résumé le gros principe de cette version du texte, évidemment que maintenant, il faut un peu nuancer tout ça quand même. Comme je vous le disais, il y a eu 3 gâteaux qui ont été faits, donc 3 textes. Donc déjà, pourquoi ça serait forcément la version dont on vient de parler qui passerait ? Et ensuite, de toute façon, sachant qu'il s'agit d'une discussion, la version qui sera votée, si elle est votée, sera probablement encore différente des 3. Enfin, de façon générale, je trouve ce texte assez mal fichu et assez absurde. Mais a priori, ça pourrait s'expliquer par les circonstances dans lesquelles il a été voté. Je me suis entretenue avec un assistant parlementaire ainsi qu'avec une société d'auteurs. Et on m'a à chaque fois indiqué que la version du Parlement avait fait l'objet d'arbitrages de dernière minute pour pouvoir avancer. En gros, le timing était serré et il fallait prendre une décision. Ce serait donc un texte apparemment plus politique que juridique. Bref, donc pour répondre à cette question, à savoir est-ce que c'est vrai que YouTube va supprimer des vidéos, que YouTube va ressembler à la télé, etc. Oui, ça pourrait être vrai si cette version du texte passait. Parce que ça représenterait un risque juridique et financier complètement démesuré. Mais comme je vous le disais, cette version est celle du Parlement européen. Et il y a 2 autres institutions dans la boucle. Une 4e version est en cours de négociation. Oui, mais n'empêche que Internet est en danger. Bon, ça mérite des précisions là aussi. La proposition de directive, peu importe la version, elle ne vise pas Internet dans son ensemble. Globalement, on va dire qu'elle vise les prestataires de services, dont l'un des buts principaux est d'accueillir un grand nombre d'œuvres ou d'autres éléments mis en ligne par les utilisateurs, de les organiser et de les promouvoir dans un but lucratif. Donc concrètement, ça vise clairement YouTube, mais aussi Facebook, Insta, etc. Mais en revanche, tous les sites personnels, les blogs, etc., évidemment, ça n'entre pas là-dedans. D'ailleurs, les hébergeurs classiques comme OVH, par exemple, ne sont pas concernés. Ah oui, au fait, d'ailleurs, le Conseil et le Parlement ont aussi listé en plus des exceptions. Donc, par exemple, selon ces textes, l'article 13 ne devrait pas toucher les encyclopédies en ligne façon Wikipédia, ou encore les clouds qui ne proposent pas d'accès direct au public. Et le Parlement européen a expressément exclu les micro-entreprises et petites entreprises. Et puis concrètement, il faut aussi se rappeler d'un truc, c'est que c'est une directive. Et une directive, c'est juste là pour donner les grandes lignes, les gros principes. Ce qui veut dire que si la directive passe en avril prochain, il faudra encore que la France décide alors des détails et de la manière dont elle va transposer tout ça. Elle aura a priori 1 ou 2 ans pour le faire. Bref, donc vous voyez que on a le temps de voir venir. Ok, mais ils vont nous empêcher de poster des mèmes. Alors, comme j'ai dit, on ne sait pas encore ce qu'il va se passer et la seule chose sur laquelle on peut se baser, c'est les versions que l'on connaît, donc celles du Parlement, du Conseil et de la Commission. En revanche, même si c'est toujours un peu délicat de se projeter, car clairement, c'est que de la spéculation, je pense qu'on peut raisonnablement dire que si cette directive aboutit, elle débouchera sur des filtres automatiques façon Content ID, et qu'il pourrait être plus renforcé qu'actuellement. Et ça, oui, évidemment, c'est dur, puisqu'il est évident qu'il y aura des faux positifs. C'est-à-dire des parodies, par exemple, qui se feront prendre dans les mailles du filet, alors qu'elles seront légales. Au-delà du côté chiant de la chose, pour toutes les raisons qu'on connaît déjà, ce qui est critiquable aussi dans les systèmes de filtres, c'est que finalement, ça vous présume coupable. Après, je sais que beaucoup de gens ont imaginé un monde où on ne pourrait plus rien poster, tout ça, mais il faut nuancer quand même. L'idée de base de la directive étant d'imposer aux grosses plateformes de conclure des licences, a priori, la majorité des mèmes, etc. continueront à pouvoir être postés dès lors que la licence correspondante aura été obtenue par YouTube. Et puis bon,
Encore faut-il qu'il soit détecté, hein. Toi-même, tu sais combien il existe des techniques pour contourner l'algo de détection de Content ID. Bon, après, cela étant, comme je disais, ce sera sûrement plus difficile. Du coup, le point positif, quand même, cette réforme. Alors, oui. Par exemple, vous savez tous les problèmes qui existaient avec Content ID pour tout ce qui est exception de parodie, exception de courte citation, etc. Et bien, en cas de contestation du vidéaste, si les titulaires de droit la rejettent, le Parlement européen et le Conseil souhaitent que ce rejet soit dûment justifié, histoire que les plaintes ne soient pas arbitrairement rejetées. Ils souhaitent aussi qu'il y ait un organisme indépendant pour résoudre les litiges entre les titulaires de droit et les utilisateurs. Un autre point positif aussi, c'est que ça devrait a priori augmenter les revenus des vidéastes. Comme je vous disais, les grosses plateformes auront l'obligation de conclure des licences avec les titulaires de droit. Jusqu'à présent et encore maintenant, ça dépend uniquement de leur bonne volonté. Et pareil pour le montant. Donc vous imaginez bien qu'en termes de négo, c'est pas très équilibré. Bref, donc concrètement, par exemple, avec cette directive, la SCAM ou la SACD pourraient être amenés à verser de l'argent aux vidéastes quand ils postent leurs vidéos sur Facebook. Plutôt cool, non? Et enfin, autre info, la responsabilité des vidéastes et donc aussi des internautes quand ils posteront une photo non autorisée sur Facebook, par exemple, serait couverte dans certains cas. Je m'explique. Le Conseil et le Parlement souhaitent tous deux que les licences obtenues par les plateformes puissent couvrir les œuvres chargées par les utilisateurs quand ils n'agissent pas dans un but commercial. Bon, après, reste à savoir ce qu'il faudrait entendre par non commercial. Parce que quand un internaute met en photo de profil Facebook un dessin fait par quelqu'un d'autre, oui, ça c'est pas commercial et c'est assez évident. Mais sur YouTube, une vidéo sponsorisée par exemple, a priori ça devrait être considéré comme une utilisation commerciale. Et là se pose aussi la question, quid par exemple des vidéos non sponsorisées mais monétisées? En définitive, si cette directive voit le jour, ce ne sera pas YouTube qui sera le plus impacté en France vu tout ce qu'il a déjà mis en place. Il a déjà négocié beaucoup de contrats avec beaucoup d'ayants droit. Et puis surtout, il a déjà investi des millions pour développer Content ID. Mais cela étant, on voit quand même qu'il se prépare, hein. Déjà, on a assisté à un certain renforcement de Content ID ces derniers mois, mais aussi et surtout, ils ont mis en place une sorte de mini Content ID qui, lui, serait a priori à dispo des vidéastes et non plus uniquement des gros ayants droit. Alors, attention, je préviens tout de suite, c'est encore en phase de test, donc pour l'instant, seules quelques personnes en disposent. C'est un outil que YouTube a appelé Copyright Match Tools et ça vous permet, quand vous allez dans YouTube Studio, de voir si d'autres personnes ont utilisé des vidéos vous appartenant. Ça vous affiche le titre de la vidéo, le nom de la chaîne, le pourcentage utilisé, le nombre de vues et la date de la mise en ligne. Et là, l'outil vous donne 3 options. Soit c'est quelque chose que vous avez autorisé ou encore quelque chose dont vous vous fichez et donc vous pouvez archiver la correspondance trouvée. Soit vous pouvez prendre contact avec l'autre vidéaste concerné, soit vous pouvez demander directement via Copyright Match Tool le retrait de la vidéo immédiat ou pour dans 7 jours. Il faut savoir que pour l'instant, l'outil est conçu pour identifier que des correspondances complètes ou quasi complètes. Et sinon, en fait, YouTube n'a pas honte de nous mentir? Alors, j'ai envie de dire, c'est du lobbying. Mais sinon, comme je vous le disais tout à l'heure, la réaction de YouTube est certes extrême, mais c'est loin d'être absurde. On peut leur reprocher de ne pas avoir donné l'ensemble des éléments de contexte, mais en même temps, ils avaient tout intérêt à être le plus simple, le plus concis et le plus percutant possible pour pouvoir avoir l'attention du plus grand nombre. Alors du coup, c'est vrai que leur présentation était biaisée, mais le but c'était de dénoncer l'absurdité de la version du Parlement européen. Finalement, YouTube, sa position par rapport à tout ça, elle est assez simple. Il ne demande pas la suppression de l'article 13, il milite surtout pour que celui-ci soit finalement le reflet de ce qu'il fait déjà, à savoir obligation de conclure des licences et obligation de prendre des mesures proportionnées pour éviter la mise en ligne d'œuvres identifiées. Des filtres quoi. L'idée étant pour eux que lorsqu'un contenu a été mis en ligne sans autorisation, alors une plateforme ne devrait pas en être responsable si elle a mis en place ces fameuses mesures. Perso, ça me semble effectivement être un bon compromis. Et pour tout vous dire, c'est d'ailleurs assez proche de ce que prévoyait la version du Conseil. Ce qui me semble très important aussi, c'est ce fameux organisme indépendant qui serait là pour examiner les litiges entre titulaires de droit et utilisateurs. On n'a pas ça aujourd'hui, et même si ça solutionne pas tout, ça permettrait au moins d'avoir une aide extérieure pour régler un litige sans avoir besoin de passer par un avocat et ou de saisir la justice. Donc c'est plutôt bien. Bon, mais l'idéal, franchement, ça serait surtout que ce soit cet organisme indépendant qui intervienne dès qu'un vidéaste conteste un claim ou un strike. Il faudrait que ce soit lui qui examine tout de suite cette contestation à la place des ayants droit. Mais ça me semble assez difficile à mettre en place car ça coûterait probablement beaucoup trop cher
Et puis, vu le nombre de contestations, les délais seraient aussi probablement trop longs. Je pense que vous avez maintenant assez d'informations pour vous faire votre propre idée sur la question. Comme vous avez pu le voir, c'est pas si simple.